janvier 2026 marque une nouvelle étape d'escalade dans l'affrontement sans coup de feu entre les grandes puissances dans la région considérée comme le point chaud le plus dangereux de la planète, le détroit de Taïwan, alors que le monde reste happé par une série de crises au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et dans la Corne de l'Afrique, dans le Pacifique occidental, une course silencieuse mais lourdement chargée de tensions entre les États-Unis et la Chine, se rapproche de plus en plus du seuil d'un conflit militaire. Le cœur de cet affrontement, c'est l'île de Taïwan, une démocratie dynamique et moderne, mais aussi une cible stratégique dont Pékin n'a jamais caché l'ambition d'annexion. Depuis la rencontre infructueuse entre les deux dirigeants à San Francisco fin 2025, les relations sino-américaines continuent de se dégrader. Et Taïwan est devenue l'arène la plus visible de la démonstration de force entre les deux camps. Sous la direction ferme de Xi Jinping, la Chine accroît sans relâche la pression sur Taipei par des activités militaires provocatrices, du déploiement d'avions de chasse frôlant l'espace aérien de l'île principale, aux exercices simulant un débarquement, en passant par l'envoi de drones UAV et de navires des gardes-côtes au contact des îlots. Avancé, tout est conçu pour instaurer une pression psychologique de longue durée. Épuiser la population taïwanaise et envoyer un message dissuasif aux États-Unis et à leurs alliés dans la région. Mesdames et messieurs, les 6 et 17 mai 2026, 2 bâtiments de la marine américaine, le destroyer lance-missile guidé USS Finn et le navire océanographique USNS Marius ont traversé le détroit de Taïwan en empruntant une voie maritime internationale. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique, mais d'une déclaration frontale du droit à la liberté de navigation dans une zone maritime que Pékin tente de plus en plus de contrôler illégalement. Cette traversée visait non seulement à réaffirmer que le détroit de Taïwan est une voie maritime internationale, mais aussi à adresser un message stratégique à l'ensemble de la région. Les États-Unis ne reculeront pas face à la pression chinoise. Et l'engagement à préserver la stabilité dans l'Indo-Pacifique est une ligne politique ferme, constante et inchangée. D'un point de vue stratégique, la traversée du SS Finn et de l'USS Marius s'inscrit dans la continuité des opérations de liberté de navigation FONOPS menées par les États-Unis depuis des années, aussi bien en mer de Chine méridionale que dans le détroit de Taïwan. La différence, cette fois, tient au moment où la Chine intensifie la pression par des exercices simulant une attaque contre l'île. La fréquence des UAV de reconnaissance à proximité de Taïwan augmente fortement. Et dans le contexte où l'élection présidentielle à Taïwan vient de s'achever par la victoire d'un candidat aux positions fermes face à la Chine, Pékin redoute davantage encore de perdre toute possibilité d'unification pacifique. À cet instant, la présence de navires américains n'était pas seulement un message militaire, mais aussi un signal politique profond. C'était la manière pour Washington d'exprimer son soutien au nouveau pouvoir taïwanais et d'avertir Pékin que toute intention d'employer la force durant la phase de transition politique à Taipei entraînerait des conséquences graves. Même si l'USS Finn n'est qu'un destroyer, il est un symbole de dissuasion, la preuve de la capacité des États-Unis à projeter une puissance immédiate partout où le droit international le permet. L'affrontement dans le détroit de Taïwan n'est donc pas une simple friction tactique entre deux grandes puissances. C'est un test de la solidité du système d'alliance conduit par les États-Unis et une épreuve de sang-froid stratégique face aux actes d'intimidation escalatoire de Pékin. Dans ce contexte, chaque passage d'un navire de guerre américain dans le détroit
n'emporte pas seulement des missiles, mais aussi une affirmation, la liberté de navigation est intangible, et Taïwan n'est pas seul dans le combat pour préserver sa démocratie. Alors que les bâtiments américains fendaient encore les vagues dans le détroit de Taïwan, un autre acte de provocation chinois, venu cette fois du ciel au sud, a de nouveau agité les observateurs militaires internationaux. Un UAV de reconnaissance de l'Armée populaire de libération PLA a pénétré l'espace aérien de l'île des Dong Sa, actuellement contrôlée par Taïwan. L'incident s'est produit à l'aube du 17 mai 2026 et a duré 8 minutes. Assez pour déclencher une vague de critiques sévères du ministère taïwanais de la Défense et susciter une alerte grave sur le niveau de prise de risque et le calcul d'escalade de Pékin, qui teste les limites de tolérance de Taipei. Selon le communiqué officiel du ministère taïwanais de la Défense, l'UAV s'est approché de Dongsa vers 5h40, a traversé le ciel de l'île à une altitude située au-delà de la portée efficace des systèmes de défense antiaérienne disponibles, puis a quitté la zone à 5h48, après que Taïwan a émis un avertissement via les canaux de communication internationaux. Ce n'est pas la première fois que la Chine utilise des UAV pour pénétrer l'espace aérien. Taiwanese. Mais l'audace, cette fois, est nettement différente. L'UAV ne s'est pas contenté d'approcher Dongsa, il a délibérément pénétré en profondeur dans une zone relevant du contrôle administratif et militaire de Taipei. Sur le plan tactique, il s'agit d'une manœuvre d'évaluation subtile. Le choix de Dongsa, des îlots éloignés, faiblement garnis en troupes, situés à plus de 400 km de l'île principale, montre que Pékin teste des approches de guerre, de zones grises, faire pression tout en restant sous le seuil du conflit direct, vérifier la vitesse de réaction des forces taïwanaises, évaluer la capacité de détection à longue distance et mesurer si Taipei dispose de la volonté de répondre par la force, comme en 2022, lorsqu'un UAV inconnu avait été abattu au-dessus de l'île de Kinmen. Et cela ne s'est pas arrêté à Dongsa. Le même jour, un autre UAV chinois est apparu dans la zone de l'île de Babin Pratas. D'après le ministère taïwanais de la Défense, cet UAV a également volé à une altitude hors de portée des missiles antiaériens. Ce qui montre clairement que Pékin a préparé un scénario précis, éviter tout risque d'être abattu, tout en affirmant une présence psychologique dominante. Il faut souligner que Dongsa et Pratas, bien que minuscules, occupent une position stratégique clé sur l'échiquier du contrôle en mer de Chine méridionale. Ce sont des points de passage majeurs. Ils verrouillent la route maritime allant de Taïwan vers le sud et vers le détroit de Malacca, par où transite près de 60% du commerce maritime mondial. Taïwan a transformé Dongsa en parc national et n'y maintient qu'un petit dispositif défensif. Mais cela ne signifie en rien que Pékin ait le droit de banaliser ou de violer cet espace. Côté chinois, via une déclaration du commandement du théâtre sud, Pékin a avancé un argument vague. Les UAV effectueraient des entraînements de vol ordinaire dans un espace aérien relevant de sa souveraineté. Cette affirmation est totalement contraire au droit international. Car Dongsa est un territoire effectivement contrôlé par Taïwan, avec une piste, une station météorologique et une garnison militaire. Toute violation de l'espace aérien y constitue non seulement une transgression flagrante du droit international, mais aussi un signal d'intention préparatoire à une opération de prise d'île par surprise. Plus inquiétant encore, la provocation par UAV semble devenir un outil par défaut. Dans la stratégie militaire de Pékin depuis 2022,
Après l'abattage par Taïwan d'un UAV au-dessus de Kinmen, la Chine n'a pas ralenti. Elle a étendu les opérations de drones à l'ensemble des îlots périphériques taïwanais. Cette répétition délibérée montre la volonté de normaliser l'intrusion, d'éroder la capacité de réaction adverse et de créer un fait accompli dans l'opinion internationale. Cependant, la fermeté de Taïwan, combinée au soutien croissant des États-Unis et des pays occidentaux, indique que la stratégie chinoise de zone grise ne sera pas facile à imposer. Au contraire, elle se retourne contre Pékin. Elle pousse Taïwan à accélérer le renforcement de sa défense antiaérienne, de sa veille à longue portée et de sa coopération en renseignement avec les États-Unis et le Japon. Peu à peu, Taipei transforme ces îlots avancés en yeux de surveillance du ciel au sud, prêts à détecter et à réagir instantanément à toute intrusion venant de Pékin. Face à cette série d'actions escalatoires chinoises, intrusion d'UAV, navire au contact. Exercice simulant un blocus Taipei n'est pas resté immobile. Ces 2 dernières années, Taïwan a construit pas à pas un système de défense multicouche, en se concentrant tout particulièrement sur la capacité à faire face à des scénarios de frappe, de décapitation. Une forme de guerre non conventionnelle que Pékin sera en train de préparer en secret pour neutraliser rapidement la chaîne de commandement en cas de conflit. Si une guerre éclatait réellement, le cœur de ce changement repose sur la police militaire, un acteur qui, auparavant, assurait principalement la sécurité intérieure, mais à qui l'on confie désormais une mission cruciale, protéger le gouvernement démocratique de l'île contre tout risque de renversement venu de l'extérieur. Selon l'agence de presse centrale de Taïwan, CNA, au milieu de janvier 2026, la police militaire a été entièrement restructurée, notamment par la création d'une nouvelle unité au sein du bataillon 228, chargée de renforcer la défense antiaérienne à basse altitude et de protéger les infrastructures critiques contre le risque d'attaque éclair par UAV. Missiles de croisière ou forces spéciales débarquées, entre maintenant et 2028, la police militaire recevra 63 missiles Stinger, 21 lanceurs et 21 systèmes d'identification ami-ennemi IFF, ainsi que 28 missiles supplémentaires livrés en 2030. Cet investissement montre que Taipei prend sérieusement en compte les pires scénarios. Une tentative de Pékin de couper la tête politique de Taïwan dans les toutes premières heures d'une offensive. Parallèlement au renforcement de la puissance de feu antiaérienne, la police militaire sera dotée d'armes individuelles plus avancées. Concrètement, elle sera équipée du fusil Tsen-12 conçu à Taïwan, précis, adapté au combat en zone urbaine et approprié à la défense en combat rapproché. Cette évolution s'inscrit dans une doctrine de défense en profondeur où les unités chargées de protéger les dirigeants et les infrastructures critiques peuvent combattre de manière autonome, même en cas de rupture de la chaîne de commandement. Sur le plan organisationnel, le commandement de la police militaire a lancé un plan de renforcement à long terme. La force d'intervention relevant du commandement 2022 est passée d'environ 5 000 à 10 000 hommes depuis 2024. Aujourd'hui, avec ce doublement, cette unité peut assumer simultanément plusieurs missions, protéger le palais présidentiel, l'aéroport de Songshan, un point de transit stratégique au cœur de la capitale, ainsi que les résidences du président et du vice-président. Le commandement 2022 compte actuellement 7 bataillons, formant une ceinture de sécurité multicouche, prête à répondre à toute situation d'urgence selon un scénario d'attaque du centre décisionnel par l'adversaire.
Au-delà des effectifs et des équipements, Taïwan a aussi changé de logique stratégique. Le ministère de la Défense a averti à plusieurs reprises que si une guerre éclatait, Pékin ne lancerait pas nécessairement une attaque totale dès le départ, mais pourrait adopter une stratégie de décapitation, frapper le centre de commandement, capturer ou éliminer les dirigeants et plonger le système de gouvernance dans le chaos. C'est précisément pourquoi la police militaire est réorganisée comme une force spéciale de défense, travaillant étroitement avec la sécurité nationale et d'autres unités spéciales, des scénarios d'infiltration dans la capitale, d'assassinats, de débarquements aéroportés ou d'attaques armées sont simulés et entraînés régulièrement. Avec le soutien de conseillers de défense étrangers, y compris des experts américains, de nombreux observateurs estiment que le basculement taïwanais d'une défense côtière vers la protection du centre du pouvoir dessine une image stratégique claire si, auparavant, la doctrine combattre au large, tenir la terre faisait débat. La nouvelle approche met l'accent sur la survie politique, assurer que le gouvernement demeure en place et que la chaîne de commandement continue de fonctionner. Même si les infrastructures physiques sont frappées, c'est ainsi que les démocraties modernes répondent aux menaces de guerre hybride ou la guerre de l'information, la guerre psychologique. Et la force armée se combine en un tout. Point essentiel, ce renforcement de la police militaire taïwanaise ne se déroule pas dans l'isolement. Il s'accompagne d'un appui technique, de formation et de partage d'informations venant des États-Unis. Washington comprend que si le gouvernement élu de Taïwan est renversé dans les premières heures d'un conflit, toute la démocratie de l'île s'effondrerait dans un scénario éclair, comparable à la Crimée en 2014. Et, dans ce cas, toute aide militaire ou réaction internationale deviendrait inutile. C'est pourquoi la modernisation du dispositif de protection du centre décisionnel n'est pas seulement une défense pour Taïwan, c'est aussi un élément clé pour maintenir l'existence d'une démocratie avancée dans la région. D'un point de vue stratégique, cette mutation prouve que Taïwan n'est pas passive face aux menaces. Au contraire, elle façonne activement une posture de défense asymétrique, prête à affronter les scénarios les plus difficiles venant de Pékin. Dans le jeu calculé entre la puissance et la démocratie, de tels actes ne sont pas seulement militaires, ils portent aussi une signification symbolique. Profonde, Taïwan ne cédera pas. Et elle se prépare à tenir bon même dans les jours les plus sombres. Alors que l'Asie-Pacifique se tend sous des actions militaires de plus en plus téméraires de Pékin, une autre ligne de front contre l'influence chinoise se dessine sur le vieux continent. Cette fois, non pas avec une flotte ou des missiles, mais par des décisions politiques et de sécurité technologique. Le 17 mai 2026, The Financial Times, citant des sources internes, a révélé que l'Union européenne se préparait à adopter une série de règles obligeant les États membres à éliminer complètement les équipements technologiques chinois des infrastructures critiques, en particulier dans les télécommunications et les énergies renouvelables. C'est un passage de l'avertissement à l'action, de l'hésitation à la décision, un signe que l'Europe a finalement compris le caractère vital de la confrontation technologique avec Pékin. Deux géants chinois sont au cœur de ces mesures, Huawei et ZTE. Des noms jadis accueillis comme symboles d'une coopération gagnant-gagnant, mais désormais perçus par un nombre croissant de gouvernements occidentaux comme des menaces. Pour la sécurité nationale, alors que, depuis 2022, les États-Unis ont totalement banni Huawei et ZTE de leur marché des télécommunications. L'Union européenne a longtemps conservé une ligne plus souple, laissant chaque pays décider selon sa propre évaluation des risques.
Mais d'après des révélations venant de haut niveau à Bruxelles, cela va changer. La Commission européenne se prépare à publier des règles contraignantes imposant un retrait total des équipements des fournisseurs jugés à haut risque, notamment les entreprises soupçonnées de liens étroits avec le gouvernement chinois. Pourquoi est-ce stratégique? Parce que, contrairement à un exercice militaire ou au déploiement d'un navire de guerre, cela vise directement la capacité de contrôle de l'information, une arme invisible, mais extrêmement dangereuse, que Pékin aurait discrètement implantée depuis plus d'une décennie. La participation de Huawei au déploiement de la 5G en Europe a longtemps été présentée comme un succès de l'ouverture économique chinoise, mais avec le temps, les services de renseignement occidentaux ont identifié des risques d'accès illégal aux données, espionnage industriel et même contrôle à distance d'infrastructures réseau. Ce qui était vendu comme une coopération technologique est désormais dénoncé comme un outil d'influence géopolitique d'un nouveau type sans occuper un territoire. Il suffit de contrôler les flux de données. Fait notable. Certains grands marchés comme l'Espagne et l'Allemagne ont longtemps hésité à retirer les équipements chinois en raison du coût élevé, du remplacement et du manque d'alternatives fiables. Mais après une série de fuites d'informations, d'accusations d'espionnage et sous la pression de Washington, les positions évoluent rapidement. Désormais, la question n'est plus de savoir s'il faut changer, mais à quelle vitesse il faut le faire. La feuille de route prévue sera découpée selon le niveau de risque et la spécificité des secteurs. Mais le principe central est clair, il est impossible de laisser les infrastructures vitales de l'Europe être contrôlées par un régime autoritaire comme la Chine. Et cela ne se limite pas aux télécommunications. La proposition de l'UE s'étend aussi à l'énergie, notamment au solaire, où les entreprises chinoises dominent largement. C'est une étape cruciale alors que l'Europe bascule vers l'énergie propre tout en dépendant chaîne d'approvisionnement contrôlée par la Chine. Si l'on ne contrôle pas cela dès maintenant, les gouvernements pourraient faire face à un risque de manipulation par Pékin via des ruptures de chaînes comme la Chine a déjà puni l'Australie, la Lituanie ou la Corée du Sud lors de désaccords politiques. Toutes ces évolutions confirment une réalité, l'Occident construit un front unifié à plusieurs niveaux pour répondre à l'influence chinoise de plus en plus agressive. Tandis que les États-Unis et des alliés comme le Japon ou l'Australie durcissent les alliances militaires dans le Pacifique, l'Europe désamorce les mines technologiques au sein même de l'UE. Cela ne soutient pas seulement directement des partenaires comme Taïwan, attaqués par Pékin sur tous les fronts. Cela affaiblit aussi, à long terme, la stratégie chinoise d'étranglement informationnel. De nombreuses analyses de défense et de technologie s'accordent lorsque Pékin perd la maîtrise des infrastructures réseau et des chaînes d'approvisionnement matériel en Europe. Sa capacité à influencer politiquement et à semer la discorde au sein de l'Occident diminue nettement. Cela signifie que Taïwan bénéficie d'un double avantage, réduire le risque d'isolement dans l'écosystème technologique et élargir les opportunités de coopération stratégique avec l'Europe, tant sur le plan économique que défensif. En fin de compte, l'action de l'UE n'est pas une simple correction de politique, c'est une déclaration stratégique selon laquelle le monde démocratique n'accepte plus de faire des affaires avec des autocrates en échange de profits à court terme. C'est un réveil nécessaire. Un message adressé à Pékin, l'ère de la manipulation et du contrôle discret est révolue. Et lorsque les deux rives de l'Atlantique parviennent à s'accorder, Pékin ne pourra plus agir à sa guise comme auparavant, que ce soit dans le ciel de Taïwan ou dans des serveurs implantés au cœur de l'Europe. Sur le plan militaire, même si la PLA s'est modernisée à pas de géant au cours des 2 dernières décennies, de nombreux experts soulignent que cette force manque encore d'expérience de combat réelle
que sa capacité interarmée demeure limitée. Et surtout, qu'elle n'a pas connu de guerre moderne de haute intensité depuis plus de 40. La puissance actuelle de la PLA repose largement sur le volume. La capacité de déploiement rapide et des tactiques de zone grise, usage du d'UAV, navires des gardes-côtes, guerre de l'information, pour exercer une pression non officielle, mais pour mener une opération militaire de grande ampleur visant à reprendre Taïwan, une île fortifiée, à la topographie difficile, protégée par des défenses multicouches et soutenue par les États-Unis et leurs alliés, la force musculaire ne suffit pas. Il faut la capacité d'absorber des pertes prolongées, une logistique expéditionnaire et surtout une légitimité internationale des éléments dont Pékin manque aujourd'hui gravement. La crise autour du détroit de Taïwan n'est plus uniquement l'histoire de Pékin contre Taipei. C'est le choix du monde entier entre deux voies, soit se rendre complice de la montée d'une superpuissance autoritaire, soit rester fidèle à un ordre mondial fondé sur des règles comme au moment décisif de l'histoire Berlin en 1960 et un Kuiv en 2022. Taïwan, aujourd'hui, est l'endroit où l'humanité doit donner une réponse sans ambiguïté. Et lorsqu'une petite île, fragile en apparence mais tenace, résiste à la tempête de son époque, le monde doit se demander de quel côté sommes-nous, du côté de la liberté ou du côté de la force, mesdames et messieurs. La durée de notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre suivi. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.